l'indépendance soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours. Ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur? Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez Tout Seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à Pigalle, pour rencontrer Tiffaine Marie. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, tout à fait. Je m'appelle Tiffaine Marie, j'ai 32 ans bientôt et je me suis lancée il y a quelques mois maintenant dans l'aventure de l'installation. Je suis avocat en droit de la famille et en droit des successions. Et j'ai la particularité également de développer une activité d'illustratrice et donc également à mon compte. Et j'essaye de faire vivre et de faire cohabiter mes passions ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce quartier qui, comme vous pouvez le voir, est très vivant, extrêmement vivant. Alors juste pour la petite histoire, on est installé du coup dans ton bureau, oui, tout à fait. Qui donne sur la rue. Et dans cette rue-là, on a un trompettiste. Oui, en fait, c'est un quartier que j'ai choisi pour ça aussi. C'est un quartier où il n'y a que des magasins de musique. Donc de alors guitare, pourquoi etc. ici du coup? J'aimais bien l'ambiance. Quand je suis passée, il y avait de la musique et je me suis dit que c'était un quartier un peu atypique. Il y a très peu d'avocats dans ce périmètre. Et comme moi, je fais du droit de la famille, j'avais envie que ce soit assez familial, assez chaleureux. Assez joyeux. Vous venez de vous installer, mais vous exercez votre métier d'avocate depuis un peu plus longtemps que ça. Depuis combien de temps? Là, ça va être le 6e anniversaire de ma prestation de serment, donc en novembre. Et je rentre dans ma 7e année d'exercice. Donc 7 ans, ça commence à être un bel épisode. C'est l'âge de la maturité, l'âge de raison. Où est-ce que vous avez débuté et quelles ont été les grandes étapes de cette première année d'exercice? Alors, moi, je viens pas d'une famille d'avocats. Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, ça a un peu guidé mon parcours parce que j'y suis allée en dilettante. Je connaissais pas du tout cette profession et j'avais vraiment aucune relation dedans. Donc quand je suis arrivée, j'ai cherché mon stage d'élève avocat. En plus, je viens pas de Paris. Donc c'était un peu compliqué et j'ai trouvé plusieurs cabinets qui m'acceptaient. Il y a une avocate avec qui ça matchait bien. Donc c'était un petit cabinet qui était généraliste, où elle exerçait seule. Du coup, moi, j'ai fait mon stage d'élève avocat là-bas et elle m'a proposé, à l'issue de ce stage, de rester. Donc les 3 premières années, je les ai passées là. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé aussi à redessiner parce que j'avais un peu du mal. Je me sentais pas très bien dans la profession parce que je connaissais très peu de gens. C'était un petit cabinet, donc j'avais peu de relations. Surtout que je travaillais beaucoup, donc en fait, j'allais au cabinet et puis, à part voir ma patronne, je voyais pas trop d'autres avocats et je me sentais plus trop en phase avec ma famille parce que dans ma famille, ils sont salariés et donc c'est vrai que j'étais la première à faire profession libérale et donc parce que même quand on est collaborateur, on est en profession libérale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi du coup ce métier d'avocat alors que vous ne le connaissiez pas? J'avais envie d'aider les gens. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été très fort en moi. Et donc, à la base, ce que je voulais faire, c'était commissaire de police. Mais voilà, j'ai fait la fac de droit et ça s'est très bien passé à la fac de droit. Et il y a eu des rencontres. J'ai rencontré une avocate qui m'a fait comprendre aussi qu'il y avait plusieurs façons d'aider les gens et que ce qu'elle faisait, elle, au quotidien, ça changeait des vies, en fait. Et c'est cette rencontre-là avec cette avocate qui avait, il me semble, 30 ans ou 40 ans de barre. Enfin, c'était assez incroyable. Et elle était vraiment vers la fin de son exercice. Et là, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai toujours été avocat. Parce que même quand j'étais enfant, j'avais toujours cette
cette attirance vers le fait de défendre les autres. La justice. Voilà, la justice. Je supporte pas l'injustice. L'injustice, hein, pas la justice, parce que j'avoue que là, j'ai pas très bien articulé, mais, euh, mais voilà. Et donc, ça a changé au cours de mes études et j'ai su que je voulais faire ça. J'ai pas mal travaillé aussi dans les premières années pour la voix de l'enfant. Donc, j'étais pas mal partie civile dans des procès sur des violences, sur des morts d'enfants, sur du viol, des incestes, ce genre de choses. La Voix de l'enfant, du coup, vous pouvez rappeler ce que c'est? C'est une Oui, association? c'est une fédération d'associations, c'est la plus grosse fédération d'associations en France, qui du coup fédère plus de, je crois, 80 associations à ce jour, je ne sais plus exactement. Et donc, dedans, il y a plusieurs associations qui ont des objectifs différents. Ça peut être aider les enfants en Afrique, aider à la scolarisation des enfants dans divers pays. Et il y a d'autres associations qui sont plus tournées vers du coup la protection des enfants, des droits de l'enfant, voilà. Et la Fédération de la voix de l'enfant, elle a aussi un service juridique dans lequel moi j'avais fait mon PPI, qui est une partie de l'école d'avocat. En fait, on doit choisir un stage qui est en dehors totalement de la profession d'avocat, mais qui s'y rapporte. Et donc moi, j'avais choisi ça. Et du coup, c'est comme ça que j'étais rentrée chez eux. Et après, quand j'ai prêté serment, j'ai continué à être avocat chez eux. Et donc, je m'occupais de permanence, de choses comme ça. Et vous meniez du coup les deux postes en parallèle? C'était en parallèle, en fait. Quand j'étais chez cette avocate, donc dans ma première collaboration, en fait, du coup, je travaillais pour la voix de l'enfant aussi, parce que quand on est collaborateur, on peut être salarié, mais 90% du temps, on est libéral. C'est-à-dire qu'on perçoit une rétrocession, mais c'est comme si on était avocat en notre nom, en fait. On paye nos charges, on a le droit d'avoir nos propres dossiers en parallèle du cabinet. Je faisais aussi partie du bureau pénal que j'avais intégré à Paris. Donc, je faisais les gardes à vue, je faisais les comparutions immédiates, tout ça. Quel souvenir est-ce que vous gardez du coup de ce grand panorama? Parce que vous avez eu l'opportunité de voir beaucoup de choses en parallèle juste dans les premières années de votre exercice. Je crois que j'étais assez débordée. En même temps, j'étais un peu perdue parce que il y avait plein de choses que je voulais faire. Mais en vérité, je ne savais pas vraiment où j'allais. Et puis, j'avais l'impression peut-être de ne pas être faite pour être avocat parce que je me sentais un peu en décalage. Bah, déjà, j'avais toujours ce côté un peu artiste, même si j'essayais vraiment de l'enfouir sous un tapis pour pas que ça se voit trop. Et c'était... Je peux pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'avais l'impression de me battre tout le temps en fait. Tout était difficile. Déjà, c'est difficile de savoir les déclarations d'URSSAF, les comptes, comment je déclare ça. Il faut que je paye ça. Et la CNBF, et le CNB, et l'ordre des avocats. Et on reçoit des factures. Et moi, j'étais un peu perdue dans tout ça parce que je suis pas quelqu'un d'administratif et c'est quand même une grosse part du travail aussi, c'est de gérer ses finances, de gérer ses dossiers et tout ça. Et donc, j'étais assez perdue. Et surtout, je me sentais super seule parce que il n'y avait pas de co-bureau avec moi, il n'y avait pas d'autres collaborateurs. Et j'avais l'impression, je voyais mes clients la journée et j'y étais toute la journée. Je voyais de temps en temps ma patronne, mais on se croisait beaucoup parce que dans un petit cabinet, il y a des audiences et tout ça, puis on fait un peu moitié-moitié, donc on se croise, etc. Je faisais mes gardes à vue, je travaillais énormément, je gagnais très peu. Et donc j'avais l'impression d'aller un peu dans le mur en fait, parce que je gagnais vraiment très mal ma vie. Est-ce que ça vous étiez préparé dans votre cursus un petit peu scolaire? Est-ce qu'on vous le dit? Est-ce qu'on vous annonce un peu la couleur? Alors on nous annonce la couleur, oui et non, parce que oui, on nous dit ça va être difficile et on sait tous que dans les 3 premières années, il y a beaucoup de gens qui quittent la robe. Mais je crois que la réalité, c'est toujours différent de ce qu'on s'imaginait en fait.
parce que moi j'ai toujours été bosseuse, je me disais bah oui ça va être difficile, mais si tu bosses, il n'y a pas de raison que voilà. Et puis ce qui a été dur un peu, c'est l'image qu'ont les gens des avocats, parce qu'ils ont l'impression que on travaille beaucoup mais qu'on gagne beaucoup. Et moi j'étais dans du coup comme je gagnais très mal ma vie, j'avais l'impression en fait d'avoir raté un truc. Qu'est-ce qui fait du coup qu'au bout de ces 3 ans, vous raccrochez pas la robe et vous continuez? Un jour, j'avais vraiment un blues, mais du tonnerre. Enfin, c'était vraiment, j'étais un peu au fond du trou. Et puis j'ai repris le crayon et j'ai fait un dessin qui était hyper noir où en fait, bah, j'ai dessiné mon personnage en robe d'avocat. Tout était en noir et blanc. Et derrière, j'ai fait une ombre un peu comme un monstre qui était la robe d'avocat. Et je l'ai partagé avec une amie qui était avocate aussi et que j'avais rencontrée très peu de temps avant, grâce déjà aux réseaux sociaux, parce que j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais sur Twitter et il y a une grosse communauté avocats en fait sur Twitter. Et donc je lui ai montré et elle m'a dit mais c'est super, c'est génial, je savais pas que tu dessinais, faut que tu le partages puisque tu es sur Twitter et ça va toucher plein de monde, ça va tous nous parler parce qu'on vit un peu tous la même chose, même si c'est différent. Et donc du coup, je l'ai partagé et ça a tout de suite eu un succès qui m'a dépassée et j'ai continué à dessiner comme ça toutes les choses qui me frustraient au quotidien. Au début, je faisais un peu des chroniques à l'aquarelle de ce qui se passait dans ma collab et de mes gardes à vue. Quand j'étais en garde à vue la nuit, bah, j'avais mon carnet et je dessinais et voilà. C'était un peu aussi extériorisé. J'avais beaucoup de peine en fait. J'avais l'impression, enfin j'étais très triste et j'étais très seule et d'un coup j'avais plus l'impression d'être seule parce que les gens répondaient et me disaient bah oui moi je me reconnais totalement, moi aussi et donc du coup ça a créé du lien et puis en plus du coup ma communauté a grandi et du coup j'avais d'un coup plein d'avocats, de confrères qui prenaient contact avec moi, qui m'invitaient à des choses. Et je crois que c'est là que ça m'a vraiment ouvert les portes et je me suis dit, en fait, je peux faire plein de trucs, en fait. Je peux faire les deux en même temps et le dessin, en fait, ça sera presque une arme pour moi. Est-ce que vous avez le souvenir d'une rencontre qui vous a marqué ou formé à ce moment-là? Oui. Alors, bon, c'était une période très difficile. J'avais eu un décès dans ma famille, donc ça s'ajoutait un peu au poids du fait que je me sentais vraiment en fin de course, quoi. J'ai rencontré Christiane Ferralschul, qui était la présidente du Conseil national des barreaux à l'époque. Elle m'a invitée à participer à des états généraux et à un rapport qui serait présenté aux états généraux et sur l'avenir de la profession. J'ai été nommée rapportrice du pendant gouvernance. Donc on faisait des propositions sur comment améliorer le fonctionnement du CNB, ce genre de choses. Et donc je suis intervenue devant tous les bâtonniers de France et devant des milliers de confrères, quoi, parce que tout le monde regardait en live en même temps et c'était vraiment énorme. Il y avait mon dernier patron qui est venu me voir et qui m'a dit que c'était chouette et donc c'était une très belle rencontre aussi parce que j'ai rencontré Éric Morin là-bas. Et je me souviens aussi de Marie-Aimée Perron qui était venue me voir et qui m'avait dit que j'avais été super et je m'étais sentie vraiment avocat. Et là, pour le coup, vraiment, j'ai eu l'impression de mériter ma place parmi eux parce que je m'étais battue, j'avais défendu nos positions et que les propositions qu'on faisait étaient assez controversées. Donc il y avait des confrères beaucoup plus âgés que moi qui étaient déjà bâtonniers, à qui j'avais su répondre et ça a été un grand moment pour moi. Et Christiane Ferralschul, elle m'a vraiment tendu la main et ouvert plein de portes. Et cette même année, elle m'a demandé de faire l'illustration de la carte de vœux du Conseil national des barreaux. Donc à ce moment-là, en fait, non seulement vous vous sentez reconnu par vos pairs, donc vous vous sentez légitime ou en tout cas
à votre place en tant qu'avocate. Et à la fois, on reconnaît aussi vos talents et votre don pour l'illustration. Donc c'est un double moment, Ouais, en fait, un double moment de c'était assez reconnaissance. fou. Je crois que j'avais du mal un peu à réaliser, mais c'était super beau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai eu le dessin m'a permis d'avoir une deuxième collaboration où là j'étais un peu mieux payée. Quand vous dites le dessin vous a permis, c'est-à-dire que vous l'avez rencontré par le Ouais, biais d'une illustration que vous aviez publiée sur les ouais, réseaux sociaux? exactement, ouais. D'accord. Voilà, et donc après j'y suis pas restée très très longtemps, mais ensuite j'ai eu cette rencontre avec Éric Morin et là j'y suis restée jusqu'à maintenant. Et donc c'était le dessin, ça m'a permis d'aller dans un grand cabinet. C'est pas forcément les affaires avec le plus gros enjeu financier qui vont me marquer. Ce sera plutôt des affaires où je crois que souvent c'est les gardes d'enfants parce que parfois il y a des mal-être chez les enfants et je me dis si on arrive à trouver une solution avec les parents, si on arrive à faire en sorte que ça se passe bien et tout, peut-être que ça va changer leur vie vraiment en mieux. Et quand il y a des situations où vraiment il y a des mal-être d'enfants, j'en ai quelques-unes en tête, et où on arrive à trouver un accord et où on arrive à faire, même si notre client à nous c'est le parent, où on arrive à trouver une solution qui convienne à la fois aux parents mais dont on sait que ça sera dans l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est toujours pour moi une énorme récompense. Quand on est confronté tous les jours à des problèmes familiaux comme ça, à force, on comprend certaines choses, on a une espèce De capacité de de lecture. capacité de lecture de ce qui se passe et des enjeux pour chacun. Et bon, je pense que c'est très important aussi de voir quelqu'un soi-même. Moi, je sais que voir un psychologue ou de voir quelqu'un, parce que comme on gère les problèmes de tout le monde, ça permet aussi de prendre du recul. Et moi, je sais que à force de voir quelqu'un aussi, des fois, j'arrive à comprendre certaines choses de mes clients, en fait. Ça m'aide aussi à comprendre leur psychologie et à avoir une distance, la distance nécessaire. Et parfois, c'est dur aussi parce qu'il y a beaucoup de souffrance et qu'on sait, nous, pertinemment qu'on n'arrivera pas à résoudre ça, quoi. Dans votre dernière collaboration, vous étiez collaboratrice du coup avant de vous mettre à votre compte. Est-ce que vous êtes sentie un peu moins seule? Oui, c'était plus du tout pareil parce que déjà j'étais dans une grande structure et je partageais mon bureau avec des collaboratrices, il y avait une très bonne ambiance entre nous. Pour moi, partager un bureau, c'est un peu comme si on devenait sœur de robe, c'est ce que je disais souvent à mes co-bureaux en fait, parce qu'on passe tout notre temps au cabinet. Donc en fait, on est toute la journée ensemble, on partage nos problèmes, nos stress, parce que c'est une profession, on est très stressé, on a les petits coups de jus où il faut aller très vite, on a les stress procéduraux où on échange pas mal, et je me suis sentie vachement seule, évidemment, à l'intérieur du cabinet, mais déjà, j'ai l'impression que j'avais déjà gagné un peu ma légitimité, et du coup, j'avais déjà créé autour de moi tout un cercle de confrères. Est-ce que vous pensez que c'est tabou dans ce milieu-là, la question de la solitude? Ce qui est difficile dans notre métier, c'est que c'est un métier d'image. Donc surtout, il ne faut pas montrer que ça ne va pas. Il ne faut pas montrer que le cabinet ne marche pas forcément. Il ne faut pas montrer que financièrement, ça ne va pas forcément très bien. Donc les premières années, moi j'avais vraiment l'impression qu'il fallait mettre un masque et d'avoir l'air toujours hyper souriante, hyper joviale, hyper tout va bien. Puis même, je pense que moi c'était aussi vis-à-vis de mes proches. Je voulais que
mes parents, mes frères et sœurs. Je voulais qu'ils soient fiers de ce que je faisais. Vous quittez votre dernier cabinet. Ça se passe pourtant bien dans le sens où vous avez trouvé un petit peu votre place. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à ouvrir votre propre cabinet? Je crois que la façon dont j'ai envie d'exercer, elle n'existe pas ailleurs. Voilà, moi j'ai envie d'être avocat artiste, j'ai envie d'être avocat et artiste, et j'ai envie que mes deux mondes ne soient pas opposés en fait. J'ai envie qu'ils vivent ensemble. Par moments dans la journée, j'ai envie de pouvoir me poser entre deux dossiers, entre deux jeux de conclusion, quand j'ai vraiment la tête très prise, de me poser, de faire un dessin. J'avais envie de créer quelque chose qui me ressemblait. J'ai eu ce déclic de me dire c'est le moment quoi. Et en fait, on m'avait dit un jour tu sauras, c'est le moment. Voilà, c'était le moment. Comment ça se passe les premiers mois? Du coup, vous prenez cette décision-là. Est-ce qu'il y a un laps de temps durant lequel il faut réfléchir à comment ça va se passer, dans quelles conditions, Alors moi, à partir du moment où j'ai dit du coup j'ai démissionné et j'ai dit que je m'installais, je me suis pas laissé trop le temps en fait. Dès le premier jour où j'ai dit ça, où j'ai posé ma démission, etc., je me suis dit il faut que tu trouves un local. Déjà, je ne voulais pas, parce qu'on peut, quand on est avocat, juste avoir une domiciliation. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable, en fait, parce que je ne voulais pas être seule. J'avais très mal vécu le confinement du Covid, donc je ne voulais pas de ça. Je voulais un bureau. Et aussi, je voulais un bureau parce que je voulais créer quelque chose qui me ressemblait. C'était important pour moi. Donc du coup, le bureau, c'est un peu aussi ce qui me permet de me dire voilà, ça avance, tout ça, parce que je mets des cadres, je mets des choses, j'ai des idées, et à chaque fois que je rajoute un élément, je me dis voilà, ça avance, je construis. Enfin, ça me donne l'impression de construire. Et donc j'ai trouvé très rapidement en fait mes locaux. c'est des locaux où vous n'êtes pas toute seule? Non, je suis pas toute seule. C'est pour ça qu'on entend un peu des arrières, des petits bruits de fond. On est 3 avocates. Donc il y a Eva qui fait du droit du travail et Clémentine qui fait de la propriété intellectuelle. Et moi, j'ai jamais voulu être seule. J'ai voulu me lancer, mais j'ai pas voulu être seule, en fait. Concrètement, d'ailleurs, j'ai jamais pensé que je m'installerais parce que pour moi, la solitude, c'est ce qu'il y a de pire, et j'avais tellement peur que ce soit comme un placard de solitude à l'installation. Et en fait, je vois plein de monde, je fais venir les gens dans mon cabinet, j'ai tout le temps des clients. J'aménage ma vie comme j'ai envie. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Ces 2 premiers mois, les premiers retours, c'est quoi? Alors, pour le moment, je travaille beaucoup plus qu'avant. Encore plus qu'avant. C'est possible, ça? J'ai l'impression que alors là, je dormais très peu, mais alors là, ça devient... je dors quasi plus. Mais le temps passe hyper vite. J'avais très peur du vide. J'avais très peur de m'ennuyer, de ne pas avoir de clients. Et en fait, l'appel d'air dont on parle tout le temps quand on est avocat, c'est un peu comme la prophétie de « un jour tu verras, tu sauras qu'il faut t'installer ». On dit toujours « tu verras quand tu t'installes, il y a un appel d'air ». Les gens, ils savent que tu bosses bien, donc ils viennent. Et puis les confrères t'en envoient, et voilà, enfin, de fil en aiguille, tes clients à toi vont t'en envoyer aussi, et puis de fil en aiguille, t'en auras beaucoup plus que quand t'étais pas installé, parce que tu auras le temps de t'en occuper. Et c'est vrai en fait. Après, j'ai jamais été quelqu'un de très pantouflard entre guillemets. J'ai besoin que ça bouge tout le temps, j'ai tout le temps besoin d'avoir un nouveau projet, d'avoir un truc sur le feu. Si c'est pas dans la profession d'avocat, faut que ce soit en dessin, faut que je crée des trucs, que je vende des trucs, parce que je vends mes peintures. Je travaille sur le fait de me faire exposer en galerie. Je travaille pour des journaux, donc j'ai toujours un dessin. J'ai
une page régulière dans le bulletin du barreau. Donc tous les 15 jours, j'ai la petite BD qu'on fait avec Christophe, qui est un confrère qui dessine aussi. Donc c'est très... Voilà. À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire le switch et de vous dire je crée une vraie activité d'auto-entrepreneur pour ma vie d'illustratrice? C'est quand Christiane Ferralschul m'a demandé de faire la carte de vœux. Et je me suis dit, en fait, va falloir que je sois capable de faire des factures, va falloir que je sois... Parce qu'on me demandait combien tu prends au CNB, combien tu vas... Moi, j'avais pas de notion de prix, j'avais rien, j'avais jamais pensé que quelqu'un achèterait un de mes dessins. Enfin, voilà, au départ, moi, je les offrais. Enfin, c'était... Et puis, je dessinais dans des carnets, donc j'ai toute une série de carnets. Je dois avoir une vingtaine de carnets des 2 premières années d'avocat où je dessinais. Quand je regarde maintenant, je trouve ça atroce parce que évidemment, plus on dessine, mieux c'est. Donc, quand je regarde en arrière, je me dis ah là là, mais mon Dieu, comment c'est possible que les gens aient aimé à l'époque? C'était vraiment horrible. Et j'ai envie de tout brûler. Et à chaque fois, Julien, qui est mon compagnon, me dit non, moi je les garde, je les mets de côté pour plus tard. Donc c'est lui qui est un peu le gardien de... Ouais, parce que sinon, moi, il y a un endroit... Bon, je suis assez bordélique, il faut le savoir. Bon, pas dans mes dossiers, mais là-dessus, en fait, Julien, quand il vient au cabinet, il est assez surpris parce que je suis hyper carrée au cabinet. Mais alors, par contre, chez nous, il y a des tubes de peinture partout. Et dès que j'ai fini un dessin, je le mets derrière le canapé. Donc, derrière le canapé, il y a toutes les archives. Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous avez sur ces deux pans de votre vie? Est-ce que vous pensez que l'un nourrit l'autre, que c'est les vases communicants? Pour moi, c'est les vases communicants. C'est-à-dire que déjà, on me demande souvent si je pense que je vais arrêter d'être avocat pour être artiste. Non. J'ai besoin, les deux sont complémentaires en fait. J'ai cet équilibre où en plus ça m'aide aussi à être moins stressée parce que quand il y a moins d'activité sur l'un, je me dis c'est pas grave, je vais nourrir l'autre et du coup de toute façon j'aurai des revenus de là et donc ça m'apporte une sécurité un peu financière et surtout en général quand j'ai des clients qui m'achètent des peintures, des fois ils m'envoient des dossiers et quand j'ai des personnes qui viennent pour ma profession d'avocat, parfois ils finissent par m'acheter des toiles et donc les deux se nourrissent. Votre cabinet idéal, du coup, c'est un cabinet où on ne se sent pas seul? Où on n'a pas l'impression d'être dans un cabinet d'avocat aussi. Ouais, alors décrivez-le-moi. J'en parlais la dernière fois avec Christophe, qui est aussi donc, avocat et artiste, et moi ce que j'aimerais c'est un cabinet, mi-cabinet d'avocat, mi-galerie d'artistes, avec une salle d'attente très enfantine presque. Moi, je fais beaucoup de droit de la famille. J'ai des enfants qui viennent parfois, qui ont vocation à attendre dans la salle d'attente, parce qu'on ne va pas faire rentrer un enfant pour discuter des problèmes qui ne le concernent pas. Et j'ai toujours trouvé dans le cabinet où j'allais, où on faisait attendre l'enfant dans la salle d'attente tout seul, dans une salle d'attente d'adulte, qui n'a rien, que c'était très triste en fait. Et donc moi ce que j'aimerais c'est une salle d'attente hyper colorée avec des flippers, avec un lecteur vinyle, des peintures un peu partout, des poufs à certains endroits comme dans mon bureau. Et exercer votre métier d'avocat à votre manière, ça ressemblerait à quoi? Ou ça ressemble à quoi vu que vous le faites déjà un petit peu? Déjà c'est gérer l'urgence à ma façon. C'est-à-dire que je mets pas trop de limites à mes clients. Ils ont tous mon numéro de portable, ils m'appellent quand ils veulent. Moi, après, à charge pour moi de répondre ou de ne pas répondre. Mais pour moi, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ma semaine. Ma semaine, c'est ma semaine. Ça inclut le week-end. Et du coup, ça me donne une super grande flexibilité. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à garder qui vous êtes dans la manière dont vous traitez des dossiers? Non, je pense que je suis
Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu m'installer. Je pense que c'est ce que j'ai tellement peur de changer et d'être peut-être abîmée par le travail, abîmée par le stress et du coup de faire ressentir ça aux gens, que je m'attelle vraiment beaucoup à essayer de rester qui je suis et de jamais oublier les valeurs que m'ont donné mes parents et qui sont importantes pour moi, quoi. Parce qu'ils m'ont élevée dans des valeurs humaines hyper importantes. Il faut donner, il faut aider, il faut faire preuve de compassion, de patience, tout ça. Je l'ai beaucoup en moi et je ne veux pas le perdre. Merci Tiffaine de nous avoir reçus et d'avoir échangé avec nous. Merci à vous. Vous écoutiez Tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.